suis Mathilde Larère, je suis historienne. Moi, je suis au SNESUP à l'université. Maintenant, on s'appelle Gustave Eiffel. Avant, on s'appelait Paris-Est, Marne-la-Vallée, mais j'ai l'impression que ça leur plaisait pas. Marne-la-Vallée, ça devait faire trop Mickey, donc maintenant, on s'appelle Gustave Eiffel. Et donc, je vais vous faire une présentation rapide des luttes des femmes. Je vous préviens, je vais foncer, hein, ça va être un peu comme les manifs nocturnes du 7 mars au soir où on marche à toute allure, mais féministe, hein, mais parce que j'ai tellement de choses à vous dire que d'abord je vais forcément être rapide sur des trucs, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et puis parce qu'il faut que je tienne le temps. Alors, je vais partager mon écran puisque j'ai vu qu'on pouvait le faire, et ça doit être ça. Normalement, ça marche. Hop. Présentation, afficher le mode plein écran, ça devrait être bon, sauf que le résultat, comme tout à l'heure, Amandine, je ne vous vois plus et je ne vois plus du tout le chat, donc s'il y a des trucs, vous me coupez, et s'il y a des questions, des choses comme ça. Donc, moi, ça va être un peu déconnecté de ce qui a été dit avant, hein, je suis moins sur le terrain et je parle évidemment moins des conditions de travail qui sont les nôtres, puisque je vais vous faire donc cette histoire des luttes féministes. Et ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'on s'en rend tous compte, c'est une histoire qui est faite de flux et de reflux. Et ce qui est assez boostant en ce moment, on en a parlé au tout début du stage, c'est qu'en ce moment, on est plutôt dans un moment de flux. C'est quand même assez net. Je ne sais pas vous, mais moi, les seuls manifs dont je rentre avec l'envie à la fois de tout brûler et d'embrasser tout le monde, c'est les manifs féministes. Je trouve que c'est les plus péchus en ce moment. C'est quand même extrêmement net. Hein. Et ce n'est pas du tout propre à la France, hein. C'est un flux qui est mondial, donc avec aux États-Unis. Alors j'ai mis celle de la Women's March, mais il y en a eu aussi en 2019. La lutte pour le droit à l'IVG en Argentine, qui a fini d'ailleurs par l'emporter après un premier échec. Les femmes polonaises et quelques hommes polonais aussi ont réussi à faire reculer le risque de remise en cause du droit à l'IVG, des grèves en Espagne, hein, complètement massives, avec ces photos Là, on n'en est pas à ce point-là en France. Hein. Le jour où le 8 mars sera comme ça sera… Putain, comment ça fera du bien. Voilà, donc ça, je vous ai mis une série d'images des dernières manifs, hein, avec des répertoires d'action qui évoluent, des graffitis, des collages, etc. Une inventivité qui est caractéristique du féminisme, hein, qui n'est pas neuve dans les slogans que l'on retrouve. Évidemment, le problème, c'est que tout ça entraîne, comme à chaque fois qu'il y a des avancées féministes, un phénomène de backlash qu'on se prend aussi plein dans la gueule. Et vous en avez d'ailleurs parlé juste avant, parce que la circulaire contre l'écriture inclusive relève évidemment de ce backlash. Bon, cela dit, c'est pas le pire. Hein. Le gouvernement polonais revient en permanence à la charge sur le droit à l'IVG. Orban en Hongrie dénonce l'égalité femmes-hommes. Bolsonaro place son mandat sous le signe de l'antiféminisme. Polanski reçoit un César. Darmanin un ministère de l'Intérieur. Enfin bref, bon, ça je ne vous apprends rien. Et le confinement qu'on a vécu en 2020 a partout accentué toutes les discriminations, toutes les violences, toutes les inégalités de genre, hein, menaçant aussi le droit à l'IVG. Enfin bref, on sait, comme le rappellent régulièrement les féministes, que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours lutter et être vigilant. Alors, ce moment qu'on vit actuellement, on l'appelle en général la troisième vague. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la troisième vague? Parce qu'on considère qu'avant, il y avait une seconde vague. C'est les années 70. Et avant, il y en avait une première. C'est les suffragettes et le mouvement pour le droit de vote. Mais moi, ça me gêne, en fait. Je ne considère pas que je suis de la troisième vague parce que je ne considère pas qu'il y a les deux vagues d'avant. Ça me gêne parce que, à commencer avec les suffragettes, on ne parle pas du tout de toutes les femmes qui ont lutté pour les droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes avant les suffragettes. Les femmes du 19e siècle, les femmes de la Révolution française, les femmes de 1830, de 1848, les femmes de la Commune. Et en fait, moi, ça me gêne, cette terminologie en vague qui efface des décennies de combat et qui efface des bataillons de combattantes. Et ça me pose problème. Je considère que les luttes féministes, elles commencent vraiment avec la Révolution. Alors évidemment, avant la Révolution, il y a eu des femmes qui, par leurs textes, par leur prise de position, par leurs actions, qui ont mené des combats qu'on peut dire féministes, même si le mot n'existait pas.
Mais parce que la Révolution française, elle accouche de la citoyenneté, parce qu'elle accouche de l'espace public, des libertés publiques, eh bien, à partir de là, les femmes vont commencer à faire mouvement. Et donc, on ne va plus avoir des luttes de femmes, ce qui était le cas avant la Révolution française, mais des luttes des femmes et une organisation des femmes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer à la Révolution française et pas commencer aux suffragettes du 19e siècle en concédant tout juste une lointaine grand-mère idolâtrée, Olympe de Gouges, mais toutes les autres ayant disparu. Non que la déclaration des droits de la femme ne soit pas importante, hein, mais simplement il y a plein d'autres choses autour et qu'on oublie bien souvent. En plus, l'autre problème de la lecture en termes de vagues, c'est que quand on y regarde de plus près, elle associe une vague à un combat. Donc, la première, c'est le droit de vote. La deuxième, c'est l'IVG. Et celle que l'on vit actuellement, c'est la bataille du corps et la lutte contre les violences. Mais en fait, ça ne va pas du tout, cette association. Le premier problème qu'elle pose, c'est qu'elle ne laisse pas de place du tout au combat féministe pour les questions des droits au travail et du droit au travail, qui sont d'ailleurs au cœur de stage, hein, puisque c'est en tant que travailleuse qu'on se réunit dans ce stage. Or, les luttes féministes au travail et pour les droits des travailleuses, elles s'inscrivent dans la longue durée, elles n'ont pas du tout la temporalité des autres luttes. Or, le problème, c'est que donc, la lecture en termes de vagues, c'est une lecture qui évacue le prisme de la classe, hein, qui évacue le prisme de la lutte des classes hein, et qui invisibilise en fait ces luttes et qui invisibilise les ouvrières féministes. Et ça me pose problème. Mais comme me pose parfois problème hein, la lecture, on parle en général de roman national et on est un certain nombre d'historiens à en dénoncer les problèmes, mais il y a un roman national féministe aussi et il invisibilise, comme le roman national, les ouvrières, les femmes des classes populaires, les travailleuses et aussi les femmes racisées, les homosexuels qui ont vachement de mal à trouver de place dans ce roman féministe alors qu'il faut absolument leur redonner leur place. D'autant que bien souvent, elles ont été motrices hein, du féminisme. Qui plus est, avec cette lecture en vague, eh ben, on oublie qu'en fait, tout au long, les femmes, elles ont toujours, les femmes féministes et les hommes féministes aussi, ont toujours lutté finalement pour presque toutes les revendications. Je vais vous parler plus loin des femmes de 48. Vous verrez, Jeanne de Rouen, Eugénie Boyer, Désirée Guay. Elles réclamaient les droits sociaux, mais elles réclamaient aussi le vote, elles réclamaient aussi l'instruction, elles réclamaient la fin du Code civil, elles réclamaient tout. Les suffragettes de la fin du siècle, elles ne réclamaient pas que le vote, hein, loin de là. Elles réclamaient aussi l'égalité salariale, elles réclamaient aussi le droit à l'IVG, elles réclamaient les droits sociaux aussi. Le MLF, ils ont défendu l'IVG, mais ils ont aussi soutenu de nombreuses femmes en grève, hein, des prostituées, enfin voilà. Et il y a un certain nombre de combats que l'on croit d'ailleurs très récents, mais qui en fait, dès qu'on creuse, ont toujours été les combats de femmes. C'est le cas par exemple de l'écriture inclusive dont vous parliez juste avant. Ben, c'est pas neuf l'écriture inclusive, hein. On a beau en général nous renvoyer dans la gueule qu'on serait des nouvelles féministes devenues complètement folles. Des femmes d'abord, ont protesté contre la masculinisation de la grammaire quand elle s'est effectuée, c'est-à-dire au XVIIe siècle. En 1848, les femmes de 1848 avaient inventé des formes graphiques. Alors, ce n'est pas le point médian, mais elles avaient inventé d'autres formes graphiques pour inclure les femmes, et notamment quand elles écrivaient « le peuple souverain », à la fin de « peuple » et à la fin de « souverain », elles mettaient un S majuscule pour bien montrer qu'il fallait rajouter quelque chose et que ça devait être au pluriel. Et pour elles, ce S, c'était à la fois les classes populaires et les femmes. Donc, il y avait aussi même des inventions graphiques. Hubertine Auclair, hein, il y a des textes magnifiques, je vous en mets des extraits d'Hubertine Auclair qui proteste contre la masculinisation de la grammaire, qui dit, voilà, quand on aura révisé le dictionnaire et féminisé la langue, chacun de ces mots sera pour l'égoïsme mâle un excessif rappel à l'ordre, et en nous supprimant cette possibilité, eux aussi nous font un rappel à leur ordre. Donc la question de la langue, elle n'est pas neuve du tout, elle est ancienne et on en trouve beaucoup d'exemples, je vous en donnerai d'autres d'ailleurs. Pendant que vous parliez, résultat, j'ai rajouté des trucs sur la langue parce que je me suis dit que ça avait l'air de vous intéresser, donc j'ai rajouté des trucs.
La question de la non-mixité, c'est pas neuf non plus. Hein. Le MLF était non-mixte, hein, mais les clubs des femmes sous la Commune étaient non-mixtes, les clubs des femmes en 1848 étaient non-mixtes, les clubs des femmes sous la Révolution française étaient non-mixtes. On ne disait pas non-mixte, mais c'était non-mixte. Les hommes n'y avaient pas de place parce que c'était un outil de fait pour libérer la parole et trouver des solutions. Donc voilà, c'est cette histoire que je veux vous montrer, comment les luttes ne cessent d'être menées, sont toujours là, les féministes se donnent toujours la main au-delà des siècles, que l'impression que l'on a de discontinuité des luttes féministes, en fait, ce n'est pas une discontinuité des revendications ou des prises de parole, c'est une discontinuité de l'écoute. Les flux et les reflux, ce n'est pas parce que les femmes parlent plus ou moins, c'est parce qu'on les écoute plus ou moins. Et l'impression que des revendications l'emportent plus les unes sur les autres, ce n'est pas parce qu'elles sont uniques, mais parce qu'à des moments, certaines vont être légitimes dans la sphère publique et être plus écoutées que les autres. Mais c'est beaucoup plus continu, en fait, l'impression qu'on en a. Et avant de dérouler ce fil, dire aussi que on peut voir les choses de façon optimiste. Hein. Le combat féministe, il a fait que progresser. Moi, j'ai plus de droits que n'en avait ma mère, qui n'en a plus de droits que n'en avait sa grand-mère, qui n'en a plus de droits que n'en avait sa grand-mère, et ainsi de suite. Donc, objectivement, les digues, elles sautent. Mais elles sautent parce qu'on se bat. Elles sautent parce que non seulement on se bat contre ce qui est en place, mais on résiste au backlash. Et en ce moment, on s'en bouffe un peu, donc faut tenir le choc, en gros. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une intro. Je vais maintenant rentrer dans la Révolution française. Et en plus, j'ai fait une faute parce que Olympe de Gouges a un S et j'ai oublié de mettre le S à Olympe de Gouges. Désolée. Je m'en rends compte en regardant mon truc. Donc, c'est Olympe de Gouges avec un S. Alors, comme je vous le disais, le début des luttes féministes, c'est la Révolution française, et il ne faut pas l'oublier, même si la Révolution française a pu être une déception sur certains trucs, notamment en refusant le droit de vote, mais c'est un moment saisi par les femmes pour exprimer leurs revendications, pour les formuler et pour les faire advenir sur la scène publique. Et ça, c'est dès le début. Hein. Alors, on connaît la Déclaration des droits de la femme et des citoyennes, mais il y a plein de textes féministes sous la Révolution française. Dès les cahiers de doléances, hein, il y a pas mal de cahiers de doléances qui expriment très clairement des revendications féministes. Je relève ce qu'on trouve dans les cahiers de doléances. Il y en a qui dénoncent l'infériorité dans laquelle les femmes sont maintenues. On demande l'instruction, l'éducation pour les femmes. L'instruction, c'est vraiment beaucoup demandé. Hein. On demande aussi, je cite, la fin de la galanterie qui fait des femmes des objets. Voilà, 1789, comme quoi elles avaient déjà conscience du truc. On demande le grief, le divorce. Ça, c'est surtout les femmes. Hein. On déplore l'absence des droits politiques. Et dans ce contexte, est publié un peu après, donc on est en 91, un texte que je voulais vous montrer, que j'ai rajouté là parce que je trouvais ça intéressant, qui est un texte qui s'appelle La requête des dames à l'Assemblée nationale. Alors, il est un peu plus long, mais là, c'est le décret qu'elle propose. Donc, vous voyez, le sexe féminin jouira toujours de la même liberté, des mêmes avantages, des mêmes droits, voilà. Et le 3, le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres et tous les sexes, tous les êtres doivent être également nobles. La grammaire, la voilà, elle est déjà là. Et en fait, c'est très intéressant parce que pendant longtemps, ce texte, on a pensé que c'était un texte qui émanait de femmes. On l'a interprété et utilisé comme un texte radical de femmes qui allait très loin. Le 5 dit « la culotte ne sera plus le partage exclusif du sexe mâle ». Alors, c'est à la fois l'expression figurée, madame porte la culotte ou monsieur porte la culotte, mais aussi parce que la culotte, à l'époque, c'est le pantalon. Et les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Donc, un texte très radical. On pensait que c'était ça et on l'utilisait pour montrer la radicalisation des revendications des femmes sous la Révolution française. Mais des travaux récents ont tendu à montrer que, en fait, non, c'est sans doute un faux. C'est un texte qui a été écrit par des hommes, par des antiféministes, pour déconsidérer les femmes. En fait, ils ont fait de façon exagérée un texte qu'ils considéraient comme outrancier, pour dénoncer, pour délégitimer les femmes. On a vu beaucoup ça avec le point médian, hein, maîtresse, corbeau, elle, sur un arbre perché, je me souviens d'un truc comme ça, et les gens disaient, oh là là, on va mettre Molière en écriture inclusive, mais quelle horreur, on met des points médians dans les fables de La Fontaine et tout ça. Et ce qui est fou, c'est que
en 1791 comme de nos jours, c'est la grammaire qui est utilisée pour donner l'impression que les femmes sont trop radicales. Donc, je trouve que le parallèle est intéressant. Mais il ne reste pas moins que si des hommes l'ont fait à ce moment-là, c'est parce que la grammaire était aussi posée comme question. Bref, là, j'avais rajouté en me disant que ça pouvait peut-être vous intéresser vu le contexte. Sinon, voilà, les femmes pendant la Révolution française se sont saisies de la Révolution française, se sont organisées, se sont rassemblées en clubs donc féminins. Et la Révolution française a donné un certain nombre de choses aux femmes. La pleine dignité, la capacité civile, qu'elles vont perdre ensuite, l'égalité dans le couple, l'égalité dans le mariage, l'égalité face aux successions, l'instruction. La Révolution française pense l'instruction pour les hommes et pour les femmes. La reconnaissance des enfants illégitimes, alors c'est quelque chose qui n'est plus du tout, maintenant la question ne se pose plus trop de nos jours, mais ça a été un combat des féministes et des femmes pendant tout le 19e siècle. Elles ont obtenu des droits politiques, certains, liberté d'opinion, d'expression, de publication, d'association, dont elles se sont servies, mais pas le droit de vote, pas le droit d'être élu, pas le droit de rentrer dans la garde nationale, dans l'armée, donc pas le droit de porter des armes. Et pourquoi j'y insiste? Parce qu'en fait, on peut imaginer que face à ces exclusions, les femmes auraient surtout protesté contre l'exclusion des urnes. En fait, non. Quand Dominique Godineau a travaillé sur les pétitions envoyées par les femmes à l'Assemblée, aux différentes assemblées nationales, eh bien, la majorité des pétitions qu'elles envoient, c'est pour réclamer des fusils et pas pour réclamer des bulletins. En fait, le fait de servir dans la garde nationale et dans l'armée était une citoyenneté plus intensément vécue que le fait de voter. Et comme les femmes voulaient être citoyennes, elles réclamaient ce qui était le plus vécu comme citoyenneté, à savoir les armes. Et d'ailleurs, si vous faites gaffe, les féministes que l'on commence à découvrir, à mieux connaître de la Révolution française, par exemple Théroigne de Méricourt. Théroigne, elle se baladait avec un fusil à la ceinture, donc c'était évidemment très important. Par ailleurs, la Révolution française va même à un moment les priver de droits. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais en 1793, parce qu'ils sont inquiets aussi de la radicalisation féministe des groupes de femmes, les conventionnels adoptent ce qu'on appelle le décret Amar, et c'est un décret qui interdit le droit d'association pour les femmes. Donc ces clubs que je vous montre là sont fermés à partir de 93. Donc voilà, de l'ambiguïté et de l'ambivalence de la Révolution française. Alors ça, c'est les tricoteuses, c'est celle qui assistait aux séances de l'Assemblée. Elles n'avaient pas le droit d'être élues, mais elles avaient le droit de se mettre dans les tribunes et d'assister. Et résultat, elles participaient à la vie politique, elles gueulaient. Elles gueulaient beaucoup contre les députés quand elles n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Et c'est là qu'on voit en fait à quel point les femmes en politique sont toujours ramenées à ce que beaucoup considèrent comme leur place, c'est-à-dire le foyer, c'est-à-dire que là, ce qui est représenté, c'est des nanas qui devaient se lever à 6h du matin, faire leurs tâches ménagères, puis aller au manège des Tuileries, s'installer dans les tribunes, attendre des heures et des heures que la séance de l'Assemblée commence pour avoir une place, pour écouter la politique. Elles écoutaient, elles intervenaient, après elles prenaient des notes et elles les diffusaient. Enfin, c'est des militantes, elles faisaient ça tous les jours. Et comment on les appelait? Les tricoteuses. Parce qu'en attendant, comme elles se faisaient chier, elles tricotaient. Et au lieu de les appeler des militantes, on aurait pu inventer un autre mot, et ben non, des tricoteuses, donc on les renvoie à une fonction finalement bien féministe, enfin féminine, pardon. Mais résultat, maintenant féministe. C'est fou le nombre de fois où quand je fais des conférences féministes, il y a des nanas qui tricotent et à chaque fois je pense aux tricoteuses et ça me plaît bien. Bon, ça c'est la Révolution française. Ça leur a fait peur. Ouh là là, ça leur a fait peur en face. Cette volonté d'égalité, de revendication, ce désir de sortir de la sphère des berceaux et des fourneaux pour intervenir dans la sphère publique, ça a fait peur à beaucoup. Et résultat, le retour à l'ordre politique et le retour à l'ordre social qui se met en place avec le directoire et qui évidemment va être renforcé par le consulat, va être un retour à l'ordre des sexes, et sévère, parce que là, dans le genre backlash, c'était extrêmement violent, le consulat.
Vous avez vu hier, on a eu Napoléon à toutes les sauces. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une féministe qui peut se féliciter, qui peut commémorer Napoléon. C'est juste impossible. Elles perdent tout. Elles perdent la capacité civile, elles perdent l'égalité dans le couple, elles perdent l'égalité face aux successions, elles perdent même les droits de l'homme. Elles ne sont plus libres de choisir leur domicile conjugal. Elles doivent y être ramenées par la police si elles en sortent. Elles ne sont même plus en sûreté, alors que ça doit être un droit de l'homme de base, hein, puisque dans le code civil, il est écrit que l'homme peut, avec modération, user de la force pour asseoir l'autorité sur sa femme. En gros, il peut la dérouiller. Que le code pénal dit que l'homme qui tue, féminicide, donc sa femme prise en flagrant délit d'adultère, il est plus victime que coupable. Enfin bref, je ne vais pas détailler, mais en matière de femmes, de droits des femmes, le code civil, le code pénal, c'est plus qu'un retour en arrière. C'est ce qui a sans doute un des statuts les pires de la femme dans l'histoire de la femme française. Bon, mais les féministes ne vont pas se laisser faire. D'abord, elles réagissent pendant. Il y a un certain nombre de beaux textes, de Fanny Raoul, par exemple, ou un journal qui s'appelait L'Apogée des femmes, qui essayait timidement de protester. Bon, c'était difficile parce que comme en plus c'est un régime dictatorial, la liberté d'opinion n'était pas vraiment respectée. Mais surtout, les femmes vont profiter des brèches révolutionnaires du 19e siècle pour à nouveau mettre un pied dans la porte et faire valoir leurs droits. Et donc, il y a des féminismes au 19e siècle, avant les suffragettes. Hein. Et pour les présenter, qu'est-ce qu'on peut en dire? Toutes ces féministes du 19e siècle, à peu près toutes, hein, c'est des socialistes, surtout dans le premier 19e siècle. Ça s'explique parce que le socialisme du premier 19e siècle est féministe lui aussi. Saint-Simon, Fourier, ils reconnaissent l'égalité femmes-hommes. Donc, un socialisme féministe, des féministes socialistes, ça fonctionne. Alors, tous les socialistes ne sont pas féministes, et dans la deuxième moitié du siècle, hein, Proudhon qui s'impose, et ses héritiers, eux, sont au contraire fondamentalement misogynes. Mais sinon, elles sont féministes, et la très grande majorité d'entre elles aussi sont d'origine populaire ou ouvrière. Beaucoup d'institutrices aussi. Hein. Les institutrices ont toujours été motrices dans le féminisme au 19e et au 20e siècle. Alors, comment elles s'organisent? Elles font des journaux déjà. Et elles font des journaux qu'elles éditent, impriment, rédigent et dirigent que entre femmes. Des journaux en non-mixité. Le premier, vraiment que entre femmes, c'est La Femme libre, Apostolat des femmes, qui est un journal donc, créé par des Saint-Simoniennes en 1832. Donc voilà quelques-uns des noms de ces femmes qui ont créé ce journal: Suzanne Voilquin, Désirée Verret, Jeanne de Rouen et Pauline Roland. Alors Eugénie Boyer, elle n'est pas dans La Femme libre, enfin elle n'est pas directement dans La Femme libre, mais elle va créer un journal qui s'appelle Le Courrier des femmes à Lyon. On a aussi, dans ces années-là, Flora Tristan, grande figure du féminisme et du socialisme, qui réclamait des salaires dignes, l'égalité des salaires, l'égalité civile, le divorce, et qui mourra des suites de violences conjugales. Alors, plus modérée, mais on va la citer quand même, George Sand, qu'on connaît plus pour ses frasques amoureuses que pour son féminisme, mais c'est normal, malheureusement, c'est comme ça qu'on se souvient des femmes, mais elle a aussi des positions féministes, et qui donc s'habillait en pantalon. Elle avait pour cela obtenu une autorisation de travestissement de la préfecture de police de Paris, puisque ce n'était pas autorisé sinon. Et puis, en 1948, on les retrouve très actives. On retrouve alors Désirée Verret s'est mariée, elle est devenue Désirée Gay, s'est ajoutée aussi Élisa de Monnier, mais sinon c'est les autres. Et elles vont recommencer, elles vont faire des clubs non mixtes. Elles vont créer des journaux, La Voix des femmes, magnifique journal à la fois socialiste, d'ailleurs c'est écrit, un journal socialiste et politique, organe des intérêts de toutes. C'est con qu'ils n'aient pas eu l'écriture inclusive, sinon ça aurait été utile. Et voilà, et donc c'est le moment où Jeanne de Rouen se présente à l'élection législative en 1949. Elle ne sera pas élue, mais se présente. Et voilà ce qu'on pouvait lire sur son affiche électorale. C'est là qu'on voit qu'elles étaient intersectionnelles, ces femmes. Une assemblée législative entièrement composée d'hommes est aussi incompétente à faire des lois qui régissent une société d'hommes et de femmes que le saurait une assemblée entièrement composée de privilégiés
pour discuter des intérêts des travailleurs ou une assemblée de capitalistes pour soutenir l'honneur du pays. Donc, elle mêle vraiment lutte des classes et lutte des femmes, et c'est leur caractéristique dans ces années-là. Ça va, vous n'entendez pas trop le bruit dehors parce qu'il y a des travaux en bas de chez moi. Moi, je l'entends à l'intérieur, mais ça ne vous gêne pas? Non, c'est bon, cool. Alors, évidemment, les femmes vont être victimes du backlash post-révolutionnaire. Donc, après juin, les premiers clubs qu'on ferme, c'est ceux des femmes. Et puis, sous l'Empire, le second, vous pouvez douter que ça ne s'arrange pas trop pour elles. Mais elles reprennent du poil de la bête à la fin du Second Empire. André Léo, alors j'aime André Léo, Léodile Béra de son vrai nom, qui est une femme de lettres et qui crée donc la Société pour la revendication des droits civils en 69. La même année, Maria de Rem, qui est la première femme franc-maçonne, crée le Journal des droits des femmes. La même année, plusieurs femmes, dont Louise Michel et donc André Léo et Maria de Rem, signent un manifeste, un très beau manifeste pour les droits des femmes. Et pendant la Commune, les femmes vont être extrêmement actives. Donc Delphine, si tu veux, je dis ça vite fait. Ou alors, si tu veux dire, Delphine, ce que tu fais demain à Montpellier, comme ça, sinon on risque d'oublier. Non, mais en fait, je fais partie d'une association politique et culturelle qui s'appelle la Carmagnole à Montpellier, et on a fait toute une série de conférences débats sur la commune. Et demain, sur la web télé de la Carmagnole, puisqu'on fait tout ça évidemment en web émission, puisqu'on n'a pas le droit de recevoir du public, on en a une à 19h30 sur les femmes de la commune, avec donc Mathilde Larère, et avec un peintre qui s'appelle Éloi Valla et qui a fait un livre qui s'appelle Louise, les femmes de Louise au pluriel, les femmes de la commune, voilà. Et donc il y aura une discussion, une table ronde sur cette question des femmes de la commune. Donc je vous mets dans le chat là le lien pour la web télé. Si vous ne pouvez pas demain à 19h30, c'est en direct. Donc si vous voulez poser des questions à Mathilde Larère, voilà. Mais sinon après on peut revoir l'émission. Voilà. Et c'est donc sur la chaîne YouTube de la Carmagnole. Donc voilà, donc les femmes de la commune, elles ont été très actives. Pourquoi je vous ai mis Louise Michel en habit de garde nationale? Pour vous montrer qu'il y a une continuité, elle continue à réclamer cette rentrée dans la garde nationale qu'on a vue avec les femmes de la Révolution française. C'est un fil rouge pendant tout le 19e siècle. Donc à nouveau des clubs, je passe vite parce que sinon je vais être méga en retard. Il est quelle heure? Ouais, faut que je speed un peu. Donc, ce 19e siècle, donc ça a été un moment de mobilisation, de flux et de reflux. Les flux, c'est toujours les révolutions. Les reflux, c'est le retour à un ordre particulier après les révolutions, mais des femmes qui sont tout le temps présentes et qui mêlent toutes les revendications, remise en cause du code civil, droit de vote, instruction. Alors ça, c'est ce qu'elles arrachent en premier, divorce, etc. Alors, ce qui change à partir des années 70-80, dans le cas français, donc la République s'installe, c'est que sous l'impulsion d'ailleurs d'Hubertine Auclair surtout, c'est le vote qui devient la revendication première parce qu'elle est considérée comme l'outil qui permettra de faire passer les autres. Une fois que les femmes auront obtenu le droit de vote, on pense que les hommes seront bien obligés en fait de répondre aux autres revendications. Et donc commence une longue marche pour le droit de vote des femmes, avec des femmes et des hommes qui s'organisent dans le mouvement suffragiste, donc, dont la personne emblématique est d'abord Hubertine Auclair, mais qui est soutenue donc, par Léon Richer et Victor Hugo. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de créer une association, donc il fallait qu'un mec la crée pour elles. Et c'est pour ça que dans les associations, le nom de celui qui dépose, c'est toujours un homme. Et donc, elles ont recours à tout un tas d'actions. Ces féministes, elles ont des modes d'agir propres qui sont celles de l'histoire du féminisme. Donc, elles y vont franchement. Alors, elles créent des associations, des journaux, etc. Mais là, on les voit, on est en 1908, renverser une urne. Elles avaient hésité au début, elles voulaient balancer de l'acide dans l'urne et puis elles ont dit non, si jamais on se renverse l'acide ou qu'on blesse quelqu'un, ça ne va pas le faire. Donc elles se sont contentées de les renverser. Elles refusent l'impôt, elles refusent le recensement. Le slogan, c'était « Si nous ne comptons pas, vous ne nous compterez pas ». Elles s'en prennent, il y a tout un tas d'actions, parfois même, alors plus en Angleterre, de l'action plus directe. En Angleterre, elles cassent des vitrines, ça c'est le journal d'Hubertine Auclair, la citoyenne.
elles faisaient des éventails, elles organisent des référendums pour le droit de vote des femmes, elles font des manifs avec déjà cette caractéristique qu'on trouve dans les manifs actuelles, ce que j'appelle les forêts de pancartes. Et en fait, ces forêts de pancartes sont présentes dans le mouvement féministe depuis très longtemps. On les voit là, c'est une carte postale du début du 19e siècle. Alors, Hubertine Auclert ensuite cède la place à, ou en tout cas d'autres arrivent, Marguerite Durand, qui crée aussi un autre grand journal féministe et que de femmes, La Fronde, Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je crois que c'est ma préférée de toutes, mais je n'ai pas le temps. Et toutes là, Hubertine Auclert, Madeleine Pelletier, Marguerite Durand, en 1910, se présentent aux élections législatives. Et c'est vraiment un grand moment, cette élection de 1910. Elles ne sont pas élues, mais bon, elles ont un côté, elles foncent, quoi. Alors, elles vont recevoir un certain nombre de soutiens, certains du bout des doigts, et notamment un soutien difficile de la part du mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier n'est pas forcément favorable aux droits des femmes, et notamment le mouvement ouvrier, surtout donc dans la deuxième partie du siècle. Ce qui lui pose problème, c'est le travail des femmes, en fait. Ils ne veulent pas des femmes en usine. Ils les rendent responsables de la baisse des salaires au lieu de demander la hausse des salaires des femmes. Ils les trouvent concurrentiels. Enfin bon, il y a tout un tas de congrès du mouvement ouvrier puis de la CGT qui se concluent toujours par la même motion, la place des femmes est au foyer. Et donc, les relations entre le mouvement féministe et le mouvement ouvrier n'est pas facile. Et il l'est d'autant moins que autant les ouvrières, enfin les féministes du 19e siècle que je vous ai présenté tout à l'heure, sont des ouvrières. Et donc, à la limite, elles sont considérées comme légitimes par le mouvement ouvrier parce qu'ouvrières. Mais ces suffragettes, comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt plus bourgeoises. Hein. Et donc, se développe un discours qui tend à dire que le féminisme est bourgeois et que si l'ouvrière se fait féministe, elle trahit les intérêts de sa classe en s'alliant avec des femmes qui ne sont pas de sa classe. Et donc, ça va être difficile, en fait, de faire ce lien. Il y a des moments où il se fait. On cite toujours, justement, Hubertine Auclert au Congrès ouvrier de 79, où elle arrache une motion en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais qui est reniée au congrès suivant. Et puis surtout, ça va se structurer ensuite autour de, je ne sais plus si je l'ai mis, non, autour de Clara Zetkin, surtout, qui va créer un socialisme féminisme et un féminisme socialiste et arracher en 1910 la création de la Journée internationale des droits des femmes, qui est désormais le 8 mars depuis les lendemains de la Révolution russe. Mais voilà, c'est cette branche qui arrive qui plonge ses racines hein, dans les deux Rouen, Niboyer et tout ça, et qu'on retrouve plus tard. Donc, un appui compliqué. La SFIO est à la fois le parti socialiste européen qui compte le moins de femmes et en même temps en France le parti qui en compte le plus. Et les premières femmes qui arriveront à se présenter, c'est souvent sur des listes socialistes, et puis le Parti communiste prendra le relais. Ce sur quoi je voudrais juste, là j'avais plus détaillé, mais je vais accélérer. Une des caractéristiques quand on regarde les revendications des femmes de ce moment-là, c'est qu'elles ont ce que j'appelle des arguments différentialistes, c'est-à-dire que, regardez, donc voilà, les femmes doivent voter pour combattre l'alcoolisme, les femmes doivent voter pour empêcher la guerre, les femmes doivent voter pour la famille. Voilà aussi, la femme vote pour la paix, l'homme vote pour la guerre. Voilà, la femme vote contre l'alcool, le taudis et la guerre. Donc là, la femme, c'est la famille, l'homme, c'est l'alcool. La femme doit voter, on retrouve Veillée religieuse, les taudis, etc. Donc, un discours des suffragettes qui explique qu'il faut que les femmes votent parce que leur vote sera complémentaire et finalement pourra équilibrer celui des hommes. Mais ce faisant, elles enferment la femme finalement dans une essence qui la rapproche de l'enfance, de l'hygiène, donc du ménage, des économies, enfin voilà, et au bout du compte, c'est quelque part contraire avec des arguments plus universalistes qui revenaient à dire, et qu'on trouve chez De Gouges, qu'on trouve avant, et qui reviennent à dire que la femme doit voter parce qu'elle est un être humain comme l'homme et que les droits de l'homme sont les droits humains, quoi. Mais bon, c'est la caractéristique des suffragettes, c'est d'avoir eu ces arguments de type différentialiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera le même problème au moment de la parité. Lorsqu'il y aura le débat sur la parité en France dans les années 90 plutôt, 2000,
Il faut que la femme vote parce que la femme serait différente en politique. Ouais, ok. Résultat des courses, la loi de parité est tombée, super. Mais quand on regarde, donc maintenant on est pratiquement à 50% de conseillers municipaux qui sont des femmes, super. Mais quand on regarde les attributions, 86% je crois des adjoints aux finances, aux travaux publics, vous savez, des trucs de mecs, quoi, bah, c'est des hommes. Et 90% des adjoints à la petite enfance, à la famille, aux trucs tout mignons, alors que voilà, c'est les femmes. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on parle, on parle d'insuffisance de la parité qualitative qui fait qu'au bout du compte, l'effet de ce discours de complémentarité a enfermé les femmes dans des attributions qui, au bout du compte, tout en les acceptant sur la scène publique, continuent à les enfermer dans ce qui relève du foyer. Quelle heure ouais, j'ai encore un peu de temps, c'est bon. Donc, alors, je saute à… Ouais, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais la diapo, elle est là, va comprendre Charles. Bon, elle a été soutenue par la Ligue des droits de l'homme. Ça, c'était pour vous montrer le journal La Fronde, donc le journal de Marguerite Durand, et pour rappeler que, voilà, ça a beau être un journal essentiellement… c'est une très grande bourgeoise, hein, Marguerite Durand, vous l'avez vu avec sa belle robe et son lion qu'elle appelait Tigre. Va comprendre, mais ça ne l'empêchait pas de se battre pour l'égalité des salaires, hein, pour vous dire qu'elles ont beau être bourgeoises, elles défendent aussi un certain nombre, et c'est l'égalité des salaires des ouvrières, des employés, des vendeuses, donc il y a une possibilité de tendre la main aux femmes travailleuses. Voilà, ça je l'avais remis à cet endroit-là, à la lutte pour la langue. Alors bon, pendant la guerre, il y a un peu un temps mort, on peut s'en douter, même si on va trouver beaucoup de suffragistes. Alors, il y en a qui sont venus, qui ont rejoint l'Union sacrée, mais on va retrouver beaucoup des suffragistes socialistes, surtout dans le mouvement pacifiste, hein, ça ne vous étonnera pas. L'exemple qu'on cite le plus souvent, c'est Hélène Brion, qui va se faire donc, institutrice CGT, qui se fait arrêter pour pacifisme. Elle distribuait des tracts et qui, dans un magnifique discours qui mériterait d'être relu dans toutes les classes, explique pourquoi elle est à la fois féministe et pacifiste. Et c'est super beau sur les deux trucs qu'elle explique, quoi. Alors, au lendemain de la guerre, on pouvait se dire « Yes, ça va être gagné, les Anglaises votaient, les Allemandes votaient, les Italiennes votaient, les Espagnols votaient, bientôt les Turcs votaient, voilà. » Bon, eh ben non, pas en France. En France, on ne vote toujours pas. Ça a failli, hein, la Chambre des députés en 1919 a voté à une très large majorité le droit de vote des femmes, mais ça a été bloqué par le Sénat. Je vais faire un peu de provoque, mais c'est un ramassis de vieux mâles blancs qui était finalement tellement dominé par des considérations à la fois profondément misogynes. Il y en a un qui dit les mains des femmes ne sont pas faites pour… non, les mains des femmes sont faites pour être baisées et pas pour mettre un bulletin dans l'urne. C'est bien comme argument pour refuser le droit de vote. Mais surtout, en fait, c'est, vous savez sans doute, l'anticléricalisme qui va être utilisé pour justifier que les femmes ne votent pas. On pense qu'elles vont voter comme le curé, vu qu'on imagine qu'une femme, ça ne peut pas voter toute seule. Hein. C'est trop influençable comme bestiole. Donc, elles vont forcément voter comme le curé, vu que plus de femmes sont pratiquantes. Et dans ce Sénat très radical, radical au sens du parti radical de l'époque, donc très anticlérical, on ne peut pas donner le droit de vote aux femmes. Et l'autre argument de l'après-guerre, en plus, pas de bol, hein, le pape a fait une encyclique dans laquelle il s'est prononcé en faveur du droit de vote des femmes. Donc, vous vous doutez bien que tous les anticléricaux, ils s'en sont saisis pour dire qu'il ne fallait pas le leur donner. Et ajouter à ça un déséquilibre démographique à cause des morts de la guerre, hein, qui fait qu'il y a désormais plus de femmes que d'hommes, et donc on ne veut surtout pas donner le droit de vote aux femmes, alors qu'elles sont maintenant numériquement plus nombreuses que les hommes adultes. Et puis en plus, bon, voilà, comme il n'y a plus d'hommes, il faut qu'elles pondent. Hein. Alors, le nouveau maître mot, c'est natalité, natalité, natalité. Et résultat, on va faire reculer les droits des femmes en matière de contraception et d'avortement avec les terribles lois de 1920 et 1924. Alors, les femmes, elles ne désarment pas. Les suffragettes continuent. Quelques personnalités, donc Louise Weiss, hein, par exemple, Maria Véronne. Alors, on a à nouveau différentes actions. Je vous les montre vite fait. Les Françaises veulent voter. Le PC va soutenir la question du droit de vote des femmes. C'est sur des listes PC qu'en 1925, à la faveur d'un flou
juridique, législatif, le PC présente des candidates, hein, et il les présente à des places éligibles, c'est ça qui change tout. Et donc, on va avoir une dizaine de femmes élues conseillères municipales en 1925, dont Joséphine Pincalette, une Pensardine, j'en reparlerai tout à l'heure, une CGT. Elles ont siégé dans les conseils municipaux dans lesquels elles avaient élu pendant à peu près 6 mois. Alors, rêvez pas, hein, elles étaient à la famille et à la petite enfance et à des attributions féministes, mais au moins elles y étaient, féminines, pardon. Et puis le Conseil d'État a cassé et elles se sont fait virer. Il faut donc attendre, bon, il y a aussi les femmes qui sont rentrées au gouvernement, mais le Front populaire fait rentrer des femmes secrétaires d'État, mais sans donner le droit de vote. Il faut dire que le Front populaire est une alliance avec le Parti radical qui ne veut vraiment pas entendre parler du droit de vote des femmes. Bref, on arrive enfin à 44 pour qu'un vote de l'Assemblée provisoire d'Alger donne le droit de vote aux femmes. Vous avez vu, j'ai surtout pas dit que c'est De Gaulle qui l'avait donné, parce que, alors ça aussi dans le genre qui me fait dégoupiller, dire que c'est De Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes, ça vraiment dans le genre ça m'énerve. Non, c'est d'abord elles l'ont arraché par des années de lutte, et ensuite c'est le vote d'Alger. Hein. Lui, il n'a fait que rédiger l'ordonnance qui a appliqué le vote de mars 44. Donc elles votent pour la première fois les 29 avril et 13 mai 45. Alors, pendant toute la période, là, je vous ai parlé de la lutte pour le droit de vote, pendant toute la période, les femmes, elles se sont aussi battues pour leurs droits comme travailleuses, ce qu'on oublie trop souvent parce que ça ne colle pas en termes de chronologie avec le reste. Elles se sont battues pour leurs droits au travail. Et je vous l'ai dit, ce n'était pas facile parce que ce droit au travail leur était nié par leurs propres organisations. Le mouvement ouvrier niait le droit au travail des femmes, considérant que la place des femmes est au foyer. Je vous donne un autre exemple. Hein. On est après la Première Guerre mondiale. Vous savez que les femmes ont été massivement mobilisées dans des usines. Alors, elles travaillaient déjà en usine, mais dans des usines qui étaient des usines d'hommes, donc les munitionnettes. Et la CGT, dans son congrès de 19, là, au sortir de la guerre, elle conclut la motion finale en disant nous continuons à être persuadés, virgule, fidèles à notre conception de l'émancipation, virgule, que la place des femmes est au foyer. J'aime bien comme émancipation. Donc, c'est contre les mouvements ouvriers qu'elles se battent pour le droit au travail. Elles se battent aussi localement pour l'augmentation du salaire. Hein. Au 19e siècle, une femme est payée moitié moins qu'un homme. Ça se réduit un peu, mais pas tant. Et donc, on a tout un tas de grèves de femmes absolument merveilleuses, hein, que je n'ai pas le temps de vous détailler. Les ovalistes, donc celles qui préparent les bobines de fil à Lyon en 1869, les ouvrières de Visille, là aussi c'est des femmes des soyeuses, en 1906, des ouvrières de Limoges en 1906. Alors la grève des ouvrières de Limoges, elle est géniale aussi parce que c'est une grève contre un contremaître violeur, et elles se soulèvent contre ce contremaître violeur et elles vont réussir à le faire virer. Bravo les filles. Les Pensardines, moi j'adore les Pensardines qui emballent dans les conserveries de Douarnenez et de la côte bretonne les sardines, et qui se sont battues à 2 fois, en 1905 et en 1924, pour des augmentations de salaire. Et avec la fameuse Joséphine Pincalette dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, voilà, il y a de très belles grèves et qu'on oublie systématiquement quand on fait l'histoire du monde ouvrier et qui pourtant sont intéressantes. Alors, avant d'arriver aux années 70, juste dire rapidement que les années 50, c'est des années de creux. C'est des années de creux parce que la revendication phare a été obtenue, le droit de vote, parce que c'est un moment où les salaires des hommes vont être suffisamment élevés pour permettre de fait un seul salaire peut faire vivre une famille, d'autant que les allocations familiales, conséquence de la sécurité sociale et tout ça sont bien meilleurs, donc on peut vivre avec qu'une personne qui travaille, et il se trouve que c'est l'homme. Donc des années 50 qui se sont pourtant ouvertes sur un texte magistral, hein, le deuxième sexe de Beauvoir, mais qui fait grand bruit quand il sort, mais qui est vite oublié et qui sera redécouvert en fait dans les années 70. Mais les choses vont changer dans un contexte d'évolution des mentalités, c'est clair, qui est un contexte global une fois de plus. Dans un contexte aussi de scolarisation des femmes qui se développent. Hein. En 1968, c'est la première fois qu'il y a plus de bachelières que de bacheliers. Et on a de plus en plus de femmes dans l'enseignement supérieur, et donc ça nourrit des appels à l'égalité et à l'émancipation.
Et puis assez vite aussi de la crise qui commence en fait avant même les chocs pétroliers et qui fait que c'est plus possible qu'il n'y ait qu'un seul salaire. Il faut que les deux travaillent. Et en se retrouvant au travail, les femmes aussi vont reprendre le chemin d'une émancipation qu'elles avaient moins quand elles étaient de fait au foyer. En 68, les femmes sont présentes, mais elles sont un peu reléguées aux fonctions militantes traditionnellement féminines. Je pense que je ne vous apprends pas que trop souvent dans les orgas mixtes, et c'était encore plus le cas avant, ça le reste, c'est les mecs qui rédigent les tracts et c'est les nanas qui les tapent à la machine ou qui les distribuent. C'est les hommes qui sont à la tribune, c'est les hommes qui vont parler avec les autres orgas. Donc en 68, c'est encore plus. Et elles en ont marre, en fait. Elles sentent que ça ne va pas, quoi. Et donc elles se disent, en fait, la solution pour s'en tirer, c'est qu'on va s'organiser entre nous, puisqu'ils ne veulent pas nous laisser la place dans les trucs mixtes. Et donc, elles se mettent à s'organiser. Et elles se mettent à raconter leur vie quotidienne, les violences dont elles sont victimes, viol, inceste, violence conjugale. Elles parlent aussi règles, accouchement, ménopause, anorexie. Elles parlent plaisir, sexe, clitoris, masturbation. Tout ça a été très nouveau. Le mot d'ordre à l'époque, c'est le privé et politique. Et donc, on va avoir un moment d'une effervescence juste magnifique. Je pense que celles qui l'ont vécu s'en souviennent. Pas de bol, je naissais, donc je n'ai pas vécu ça. Mais des festivals, des colloques, des films, des poésies, des chansons. Enfin, vraiment, les années 70, c'est pas rien. Donc, la naissance du MLF, même si le nom a été donné par les médias, il a ensuite été repris. Le jour qu'on retient, c'est le 26 août, où 9 femmes d'ailleurs, dans lequel il y a plus de la moitié qui sont des lesbiennes, se rendent devant l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe à celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Elles seront interpellées et vidées par la police qui les traitera mal, comme la police traite en général les féministes. Et à partir de là, voilà, le MLF est lancé. Il va surprendre par sa radicalité de son langage, de ses revendications, mais finalement, radicalité... je veux dire, Jeanne de Rouen était radicale, Hubertine Auclair était radicale. Elle le paraissait moins rétrospectivement parce qu'elles ont gagné leur truc, mais tous les moments de féministes sont radicaux en fait. Mais bon, elle dénonce tout à nouveau. L'IVG, il y a des revendications sur travail égal, salaire égal, revendications contre la double journée de travail. Bon, c'est le moment où on invente le mot sexisme sur le modèle du mot racisme. Une organisation en non-mixité. Des divisions internes fortes sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, mais des luttes communes. Alors la plus connue, et là forcément je vais la survoler parce qu'elle est très connue et puis parce qu'il est l'heure, c'est évidemment la lutte pour l'IVG. Donc voilà, je ne vous apprends pas. Donc, d'abord, la loi Neuwirth qui autorise la pilule, sauf qu'ils ont mis tellement de temps à lire les décrets que ça a mis du temps à pouvoir l'acheter, la pilule. Et puis après la lutte pour le droit à l'avortement, le planning familial, choisir, le manifeste des 343 en avril 1971, un texte qu'il faut vraiment lire dans son entier. En fait, il fait 3-4 pages et il est très, très... même là, j'ai vu, comme on fêtait l'anniversaire, il y en a très peu qui l'ont republié en son entier. Et vraiment, ça vaut le coup de le lire et pas de s'en tenir au début je me suis fait avorter, quoi. Le fameux procès de Bobigny de 1972, dont Gisèle Halimi fait le procès des lois anti-IVG et qui se conclut sur la relaxe de Marie-Claire et des faibles femmes pour peine pour sa mère et l'avorteuse, et qui montre que la loi de 1920 et 24 n'est plus applicable. Ça, c'est le soutien à l'IVG. Le MLAC, qui est créé juste après. Le MLAC qui organise, voilà, d'abord tout un tas d'affiches, qui organise des voyages dans les pays où l'avortement est pratiqué pour que les femmes puissent avorter, et puis qui va organiser assez vite des avortements Karman. Donc, d'abord des avortements beaucoup moins dangereux que le curetage, et puis des avortements en self-help, des femmes qui s'organisent elles-mêmes et qui avortent dans la sororité, dans le soutien et voilà, dans une ambiance profondément sororelle et féministe. Et tout ça oblige progressivement l'État à légiférer. Là aussi, je passe très vite, mais vous devez savoir, 28 novembre, après un débat où on a eu le pire et le meilleur, mais beaucoup de pire, la loi sur l'IVG proposée par Simone Veil, avec tout un tas de limites dans cette loi, mais est adoptée.
Et désormais, l'IVG est autorisé. Alors, il est médicalisé. Il échappe donc à ce self-help de la méthode Karmat qui était fait entre femmes. Hein, l'avortement dans les appartements, c'était une reprise du contrôle de la médecine et donc des hommes à l'époque sur l'avortement des femmes. Mais bon, au moins, il n'y a plus les risques et il n'y a plus l'angoisse qu'il y avait avant. Et les combats suivants hein, sur l'IVG, ce sera le remboursement par la Sécu. Yvette Roudy qui le dépose, en fait, c'est un remboursement sur un fonds spécial, enfin bon, au moins un remboursement. La loi Aubry-Guigou qui allonge le délai à 12 semaines, délivre les mineurs de l'autorisation parentale, rend un des entretiens facultatifs. Et la dernière loi, Najat Vallaud-Belkacem, cette fois remboursement par la Sécu, site officiel pour informer les femmes sur l'avortement et suppression symbolique de la mention de situation de détresse dans la loi. Alors les autres luttes, parce que l'IVG c'est très connu, les autres le sont peut-être un peu moins. Bon, les femmes ont d'abord obtenu la fin des reliquats du Code civil. Depuis 1965, la femme n'a plus besoin de demander l'autorisation de son mari pour accepter un travail. Eh ouais, avant il fallait que monsieur soit d'accord. Depuis 1965, elle peut avoir un compte bancaire à son nom. Alors, le truc qui me fait mourir de rire, c'est qu'immédiatement, les banques, elles ont saisi le machin, elles ont fabriqué des comptes, enfin des carnets de chèques pour les nanas. Et à votre avis, quelle couleur? Rose. Fort, hein, quand même. Non, mais je vous jure, des fois, ils sont complètement tarés. Bon, depuis 70, elles partagent avec les pères l'autorité parentale. Depuis 75, elles doivent participer au choix de la résidence. Le divorce par consentement mutuel est réautorisé à partir de 75. Autre lutte importante et qui rentre en résonance avec aujourd'hui, c'est la lutte contre le viol. Je vous invite, je pourrais envoyer le PowerPoint si vous voulez, à regarder cette affiche du meeting à la mutualité. Nous n'avons pas toutes été violées, mais qui n'a pas accepté un rapport sexuel non désiré avec son ami ou son mari, qui ne s'est pas interdit de sortir, de voyager par peur du viol, qui n'a pas été dragué, insulté. Mais franchement, c'est MeToo. Enfin, y a c'est impressionnant d'actualité, mais c'est parce que forcément ça n'a pas changé depuis quoi. Alors le moment important c'est le procès des Calanques qui a lieu à Aix-en-Provence, deux femmes, deux lesbiennes, Anne et Araceli, violées par 5 hommes. 5 hommes qui seront défendus par Gilbert Collard, ne l'oublions pas, et pendant que les femmes seront défendues par Gisèle Halimi, et qui est le premier, en tout cas le deuxième procès public en assises et qui va conduire à la reconnaissance législative en décembre 80 du viol comme crime. Alors aujourd'hui, on sait qu'à peu près 10 000 femmes portent plainte pour viol. Il n'y en avait que 1500 en 1974. Donc ces luttes ont permis à plus de femmes de porter plainte. Mais ce dépôt de plainte, c'est sans doute à peine 10% des cas. Donc ça reste encore extrêmement faible. Bon, alors depuis les années 80, et je vais foncer, vraiment foncer, bon, le féminisme, dans les années 80, il a eu un moment de sympathie, un secrétariat d'État à la condition féminine, un ministère des droits de la femme, mais bon, c'était toujours ça en 80. 75, c'est l'année de la femme pour l'ONU. Mais en même temps, un peu comme après le droit de vote, ça a un peu démobilisé. Donc il y a un petit moment de reflux avec un discours qui est très classique des antiféministes. Oh, ça va les filles, c'est bon, vous avez tout gagné, vous n'allez pas continuer à nous faire chier. Donc il y a eu un moment où ça rebaisse. Le féminisme a repris souffle dans les années 90, et en partie parce que c'est lié à la montée du Front National, parce que le Front National, fidèle à la tradition de l'extrême droite, a exprimé un antiféminisme qui lui est chevillé au corps, même si des fois aujourd'hui ils font semblant de pas. Et notamment, c'est le moment des commandos anti-IVG. Donc les femmes vont se battre pour lutter contre les commandos anti-IVG. D'ailleurs, il y aura la loi Niertz qui les interdit. Le cheval de bataille après, c'est la parité, obtenir la parité des candidatures. Voilà, donc avant, vous regardez la différence, ça a quand même été assez, un tant soit peu efficace. Et puis, donc, vous le savez, depuis 2017, MeToo, qui est une nouvelle rupture majeure, avec une dimension quasi révolutionnaire par son ampleur, à la fois
quantitative et dans le monde, par sa médiatisation, par son effet profond de remobilisation intense des femmes, parce qu'il a permis de placer le projecteur sur tout un tas de discriminations, mais donc qui réactive les réflexes de l'anti-féminisme. Alors de nos jours, donc un féminisme actif, enfin, virulent, radical, attaqué, un féminisme divisé aussi, hein, mais il l'a toujours été, c'est pas neuf, hein, sur la question du voile, hein, sur la question de la prostitution. Mais bon, voilà, c'est à la fois sa force et sa constante d'avoir toujours été divisé. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Je vous ai mis d'autres affiches de moments où là, il y a quelque chose aussi qui est très présent, c'est la lutte contre les violences obstétricales ou gynécologiques. Voilà. Là, c'est une nouvelle forme. Ça, par contre, on voit l'innovation et la profonde inventivité toujours renouvelée du féminisme, parce que ces collages, ça, par contre, il n'y en a pas avant. Mais ça, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Voilà, ça, c'est différentes manifs. J'avais remis ça. La dimension intersectionnelle, féministe, antiraciste. Là, c'est contre les violences faites aux femmes en Amérique du Sud, avec notamment donc, beaucoup de violences policières. Je pense que ça ne va pas tarder à prendre aussi plus en France, parce que les violences policières contre les femmes sont importantes aussi. Et la chanson El Violador eres tú. Voilà, et ça, c'est un peu de biblio. Alors, j'ai mis la mienne, ça fait un peu crâneuse, mais en même temps, il est pas mal, mon bouquin, donc il n'y a pas de raison que je ne le mette pas. Beaucoup plus... Moi, c'est un ouvrage que j'ai pensé comme vulgarisation, donc ça va, on va dire que c'est la base. Si vous voulez évidemment rentrer plus dans les détails, avoir beaucoup plus d'éléments, le livre à acheter, c'est le Pavard Rochefort sans Carénie Fournel, qui est le résultat d'un séminaire à l'EHESS, qui est beaucoup plus épais et qui est beaucoup plus nourri, mais parce que c'est pas, on n'a pas le même objectif de public, en fait. Le dictionnaire des féminismes qui est bien aussi. Après, il y en a plein d'autres, hein. J'ai mis ceux qui me semblaient le plus utiles. J'ai terminé, je crois que je ne suis pas trop, un peu en retard, désolée. Voilà.